Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre Europe Direct. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Christine Bousquet, maître de conférences émérite en histoire médiévale à l'Université de Tours et présidente de notre Maison de l'Europe, pour parler de ce que l'on fête exactement lorsque l'on célèbre l'Europe lors du mois de mai. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bah oui, moi aussi. Alors, nous sommes au mois de mai, qui est considéré comme le joli mois de l'Europe, dans de nombreuses régions françaises et européennes. Mais qu'est-ce que l'on fête plus exactement le 9 mai et lors de ce mois de mai ? Alors, si on reste sur le plan basique, tout le monde va dire que c'est la paix en Europe. La paix, déclaration de paix. Alors, c'est plus compliqué que ça. Je pense que le 9 mai, on fête beaucoup de choses. Et on fête d'abord une déclaration de réconciliation. Parce que le 9 mai 1950, on est 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui, les Russes et les Ukrainiens, dans 5 ans, se dire on se réconcilie, on fait la paix. On a du mal à imaginer que ce soit possible. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Europe. Ça veut dire que même les conflits les plus terribles, parce que ces 2 conflits mondiaux successifs sont absolument épouvantables pour l'Europe. Je rappelle qu'en 1945, il n'y a pratiquement plus une ville d'Europe centrale qui soit debout. En France, c'est pas tellement plus brillant. En Angleterre non plus. Enfin, c'est l'Europe à feu et à sang. Donc ça veut dire que même les conflits les plus terribles peuvent être surmontés quand il y a de la bonne volonté, quand il y a et puis une volonté farouche de les surmonter. Alors, il ne s'agit pas de pardonner, il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de trouver les chemins d'un jamais plus. Jamais plus ce qui s'est passé. Alors c'est compliqué, ça a pris du temps. Ça commence donc d'abord par, je crois, l'acceptation de ses responsabilités. Et ça, ce n'est pas si évident. En Europe, on a accepté d'être responsable de tout ce qui s'est passé. On a accepté de juger des lâchetés. Il y a eu des procès, non celui de Nuremberg, mais il y en a eu d'autres. Procès de Barbie à Lyon, des années et des années après. On a eu des héroïsmes qui ont été célébrés, reconnus. Tout ça a été des étapes absolument nécessaires. Et quand on dit la paix, c'est très bien, mais il faut que ça ait un sens. Et l'acceptation des responsabilités, ça veut dire que nous n'avons pas de complaisance vis-à-vis de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons fait, de ce à quoi nous avons participé, au moins par l'attentisme, souvent, et pas d'oubli. Il n'est pas question d'oublier. Oui, il y a un fort devoir de mémoire quasiment dans tous les pays européens. Tout à fait. Une vraie mémoire. Ça n'a pas été simple quand on regarde, par exemple, le film Shoah, qui est sorti plus de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a été un électrochoc, notamment en Europe centrale, quand on a vu les complaisances d'une partie des populations. Je rappelle que les Juifs en Europe, en Pologne, c'était 10% de la population et il ne reste pratiquement pas. Ils ont tous été décimés par le génocide. Donc tout ceci montre que quand on célèbre le 9 mai, c'est aussi tout ça qu'on célèbre. C'est pas une paix béate qui ne reposerait sur rien. C'est une décision très volontaire de la part des Européens qui repose d'abord sur l'absence de complaisance. Et d'ailleurs, c'est un peu unique au monde, parce qu'il y a très peu de pays qui se sont réconciliés après les conflits mondiaux. Oui, alors on peut prendre l'exemple du Japon et de la Corée, notamment. Le Japon n'a jamais demandé pardon à la Corée de ce qu'ils avaient fait, et Dieu sait si l'occupation japonaise a été terrible. On l'a un peu oublié, et puis pour nous, c'est loin. C'est très loin. C'est loin, mais l'occupation japonaise a été terrible dans tous ces pays, et les Japonais ne se sont jamais
n'ont jamais accepté de demander pardon, tout simplement. On a un autre exemple, c'est la Turquie et le génocide arménien. Le génocide arménien, vous savez, il a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, les Arméniens de Turquie ont été massacrés, ont été abandonnés, les hommes ont été tués, les femmes et les enfants déportés et morts de faim, de fatigue, et puis de mauvais traitements. Inutile de faire de dessin sur ce qui pouvait se passer dans ces rangs. Et donc, les Turcs n'ont jamais demandé pardon aux Arméniens, ne l'ont pas accepté. En tout cas, institutionnellement, ils ne l'ont pas fait parce qu'au niveau de la population, ça a été fait. Par exemple, on sait très bien que les historiens turcs ont parfaitement parlé du génocide et l'ont dit, ont montré que ils l'ont nommé comme tel, quoi. Voilà, la Turquie était coupable. Les Allemands ont participé au génocide arménien. Ils se sont fait les dents, si j'ose dire, pour préparer ce qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils l'ont reconnu. Mais donc, tout le monde ne le fait pas, et ce sont souvent des problèmes en suspens. Donc, c'est pas une très bonne politique. Il y a quelques années, j'avais vu une religieuse coréenne qui expliquait, qui parlait très bien français, et qui expliquait que dans les problèmes entre Corée du Nord, Chine, Corée du Sud, Japon, pour comprendre les choix coréens, il fallait se rappeler que jamais les Japonais n'avaient demandé pardon aux Coréens. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes et nous étudions et nous voyons ensemble avec Christine Bousquet pourquoi il est important de fêter l'Europe. Alors l'Europe, on l'a vu, c'est le 9 mai et le joli mois de l'Europe, c'est avant tout une réconciliation, un devoir de mémoire fondamental pour solidifier les relations entre les peuples. On a vu qu'on le faisait en Europe, pas partout dans le monde. Mais qu'est-ce que l'on fait davantage ? L'Europe, c'est aussi une puissance économique, prospérité. Oui, l'Europe, c'est une puissance économique et commerciale absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, ce qu'on fête véritablement le 9 mai, c'est une déclaration économique sur le charbon et l'acier, c'est-à-dire partager notre charbon et notre acier avec l'Allemagne, c'était éviter que l'une des deux puissances puisse redevenir très puissante aux dépens de l'autre et puisse avoir de quoi fonder une armée d'invasion. Alors, je rappelle que, puisqu'on parlait de la paix ne peut jamais s'imposer d'elle-même, sauf si l'un des adversaires est réduit à néant, ce qui est aujourd'hui, avec l'Ukraine et la Russie, pose quand même évidemment des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé en 1945. Il a fallu détruire l'Allemagne. On ne peut pas faire de compromis quand il y a un génocide. On ne va pas dire je te laisse encore 1 million de gens à tuer et on fait la paix après. C'est pas possible. Donc voilà, je voulais revenir dessus parce que c'est quand même une notion très importante. Donc le charbon et l'acier, bon, ça fait pas rêver, mais quand même du charbon et l'acier. On est arrivé quand même à un stade extraordinaire. L'UE est devenue la seconde puissance économique mondiale. On est derrière les États-Unis. On n'est pas très loin. Pas très loin en plus. Si je prends le PIB mondial, l'UE, c'est 21% du PIB mondial. Les États-Unis, c'est 24%. On n'est pas très loin. Et la Chine vers lequel tous nos regards sont toujours tournés, la Chine, c'est 15%. Nous sommes un énorme marché de consommateurs. Et alors, nous sommes un marché de consommateurs, notamment, je vais prendre un exemple c'est important, c'est depuis 2019, l'accord entre l'UE et le Japon. Donc, c'est un énorme accord commercial qui n'est pas très connu finalement par les Français et peut-être même par l'ensemble des Européens. Mais qu'est-ce que ça crée, cet accord ? Ça crée la plus grande zone de libre-échange au monde. C'est plus de 600 millions de consommateurs, 635 pour être exact. 635 millions de consommateurs, c'est absolument gigantesque. C'est pratiquement, au moins 2 fois et demi les États-Unis. L'Inde et la Chine ils sont plus nombreux, mais ils n'ont pas le même niveau de vie, donc on ne peut pas comparer la consommation. C'est absolument extraordinaire. Et puis, en termes non seulement économiques, c'est important, mais c'est aussi important en termes sociaux
sociaux et termes politiques. Ça veut dire que l'influence que nous avons est encore plus grande qu'avant. Donc, de notre petit charbon et acier qui fait peut-être un peu sourire aujourd'hui, nous sommes devenus une puissance absolument extraordinaire. Et surtout que ça protège aussi les produits européens avec la reconnaissance des AOP ou des IGP, etc. Donc européennes au Japon, pas de copie. Il y a plein de choses qui en découlent. Hein. C'est extrêmement important. C'est une protection du marché européen, protection de notre créativité, de notre savoir-faire. Et donc, c'est évidemment tout à fait essentiel. Le Japon, c'est quand même 120 millions d'habitants, même si c'est une puissance démographique déclinante. C'est malgré tout quand même une porte d'entrée en Asie. C'est un pays riche, c'est un pays qui, sur le plan de la recherche, est dynamique, donc sur le plan industriel également. Donc tout ça fait que c'est un accord vraiment tout à fait essentiel et qui mériterait d'être beaucoup plus mis en avant que ce qu'il est, à mon avis. Je ne suis pas sûre que l'ensemble des Européens soient particulièrement attentifs à cet accord. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé du volontarisme des États. C'est fondamental. Si vos États ne sont pas volontaires, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, quand ils ne sont pas volontaires, il y a la guerre. Voilà. Ce qu'on voit c'est notamment pas compliqué. Quand un État ne veut pas se défendre, ne veut pas défendre ses valeurs, ne veut pas risquer de prendre des mauvais coups, ne se dit on verra bien, c'est pas possible. Et ben voilà, ça donne des guerres, en plus des guerres épouvantables. Hein. C'est pas un simple affrontement, aussi d'ailleurs tragique qu'il soit. Ce sont des guerres épouvantables. Donc le volontarisme, il faut absolument l'ériger en valeurs communes en Europe. Je crois que c'est sans doute un des éléments clés en Europe si on veut se développer, si on veut avancer. Si nous ne sommes pas volontaires, nous avons été volontaires pour nous réconcilier. Il fallait l'être. Hein. Ça a été long. Enfin, ça a été long et court. 5 ans pour arriver à la déclaration du 9 mai, avec des étapes, avec des hommes qui déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes qui avaient réfléchi. Parce que quand même, le choc de la Première Guerre, il a été immense. Hein. Il n'y a pas un village de France, je parle pour les Français, mais c'est pareil pour les Allemands, il n'y a pas un village où il n'y a pas un monument aux morts, où on voit des noms qui reviennent, des familles entières qui sont touchées. On sait que pratiquement toutes les familles de France ont été touchées par la guerre de 14, ont eu des morts dans leur rang. Donc ça a été un choc considérable et il y a eu déjà des efforts intellectuels, des efforts de réflexion. Il n'y a pas eu de volontarisme politique. Et résultat, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a un volontarisme. Alors, quelquefois trop timide, quelquefois il faut vraiment se frotter les yeux pour écouter les oreilles et se boucher les oreilles pour écouter les âneries politiques qu'on peut sortir dans ce domaine en nous faisant croire que l'Europe c'est ci ou ça. L'Europe, c'est nous qui l'avons construite pour la paix. Et sans cette Europe, il n'y aurait pas de paix. Et c'est encore d'ailleurs en construction. On y reviendra à la fin. Mais l'Union européenne, ce sont des valeurs, mais c'est aussi beaucoup la démocratie. Et de cette démocratie découle énormément de choses, finalement. Et la démocratie, elle est fondamentale. On est peut-être la deuxième démocratie au monde, après l'Inde, qui est plus importante que nous, mais on n'est pas la même démocratie. Non, je crois que... Et ça, c'est important. Le chiffre de deuxième démocratie, c'est démographiquement parce que nous avons la liberté, nous votons les uns et les autres, les Indiens et les Européens, nous avons le droit de vote. Et c'est très bien, je trouve ça très bien en Inde, que l'Inde garde ça. Il y a une liberté institutionnelle aussi, le fait que les pouvoirs ne soient pas concentrés. Nous avons une division des institutions, et ça, c'est extrêmement important. Donc, des responsabilités de l'exécutif et du législatif, du judiciaire, c'est fondamental, c'est la définition même de
de la démocratie. Mais la démocratie, c'est pas uniquement ça. C'est aussi le respect des droits fondamentaux. Nous vivons ça en Europe. Nous le vivons. Et quand ça ne marche pas, quand un pays commence à vouloir restreindre les droits fondamentaux des citoyens, eh bien, l'Europe tape du poing sur la table et elle le fait de manière beaucoup plus énergique ces dernières années, ce qui me réjouit profondément. Alors, la Pologne, la Hongrie sont des pays qui se sont fait rappeler à l'ordre sérieusement avec des obligations. On leur a rappelé leurs obligations en termes juridiques. Donc nous continuons, Christine, sur la démocratie. Alors, la démocratie, c'est donc, je le rappelle, liberté des élections, liberté et responsabilité des institutions et respect des droits fondamentaux des hommes et des femmes. En Europe, c'est quelque chose qui est assumé, qui est parfaitement partagé. Alors bien sûr, on pourra toujours penser que tous les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Il y a des progrès à faire. Nous sommes une société en marche, de toute manière. Les sociétés, elles bougent, elles avancent. Tout n'est jamais parfait. Si nous étions une société parfaite, ça se saurait. Et je me demande si on s'ennuierait pas. Mais enfin, c'est bon, possible. Ça, c'est un petit détail au passage. Mais voilà, nous ne sommes pas une société parfaite, c'est certain. Enfin, quand on se compare, moi, je préfère voir des enfants européens qui auront des obstacles sur leur route quand ils viennent de milieux sociaux défavorisés, quand ils ont des accès plus difficiles à l'éducation parce que familialement, ils sont pas moins favorisés que d'autres. Milieux très ruraux, des choses comme ça. Ils peuvent se dire que ça sera difficile, mais ils peuvent le faire. Ils ont le droit de le faire. Après, la réalité sera peut-être différente. Quand je vois l'Inde, je suis moins optimiste quand même. Hein. Il y a eu des très gros progrès faits en Inde, mais malgré tout, les castes sont toujours là. Qu'elles soient abolies ou pas, peu importe, elles sont dans les mentalités. Ouais. Et c'est très long de faire évoluer. Les écarts de fortune sont colossaux en Inde. On a des classes extrêmement riches à un point que nous n'imaginons même pas vraiment. Et une pauvreté qui est tout à fait épouvantable, et des millions de gens très pauvres. Nous ne sommes pas non plus... Nous avons aussi des gens pauvres. Des gens pauvres et des gens riches. La pauvreté existe toujours en Europe, malheureusement, mais je pense qu'elle est quand même très différente. Et les écarts, même s'ils sont quelquefois trop forts en Europe, n'ont pas cette violence, cette violence terrible. Et surtout, peut-être, ne sont pas inscrites dans les mœurs, en fait. Oui. Et puis, on a des complexes de le faire. C'est pas... On n'est pas du tout bâti de la même manière. Donc, deuxième démocratie au monde, peut-être, mais je pense que dans les faits, nous sommes la première démocratie. Notamment égalitaire, en fait. Première démocratie avec... alors, je pense à deux éléments. La liberté de la presse. Hein. Oui, c'est fondamental. Nous avons une liberté de presse qui est très importante, c'est-à-dire que l'Union européenne et les États vont financer une presse pluraliste qui ne partage donc pas forcément leur opinion, leur choix, mais c'est important que cette presse soit pluraliste, que tout le monde puisse avoir accès à des informations, à des points de vue différents. Et puis, cette presse, elle est diffusée partout en Europe. Nous pouvons prendre toutes les chaînes européennes sur nos télévisions, sur les radios. Nous pouvons lire la presse européenne sans censure sur Internet. Ce sont des éléments qui nous paraissent évidents, mais qui ne le sont pas tellement. Il a fallu, là aussi, du volontarisme pour que cette liberté de presse, ça ne soit pas simplement celle du pouvoir. Et il a fallu ouvrir largement, et c'est ce qui se fait, et je trouve ça très bien. Et puis, une autre liberté que nous pouvons fêter le 9 mai, et puis tout le reste de l'année, heureusement, c'est la liberté de création. L'Europe est un espace où on peut créer. On peut créer
artistiquement, on peut créer industriellement, on peut créer dans tous les domaines. Nous avons beaucoup de brevets. L'Union européenne, les Européens déposent beaucoup de brevets dans tous les domaines. C'est extrêmement important. C'est une société dynamique, une société créative. Et elle l'a toujours été. Elle a toujours été créative, cette société. C'est peut-être un des éléments d'union de l'Union européenne. C'est cette créativité qu'il faut surtout pas brider. Il faut surtout, il faut la diriger. Il faut pas faire n'importe quoi, bien entendu. Il faut que ça collabore au bien commun. Ça, c'est important, mais c'est une liberté à préserver et qui, pour moi, fait partie de la définition, non pas juridique de la démocratie, mais de sa définition politique et sociale. En fait, de tout ce qui découle en fait de grand espace de liberté, toutes ces libertés fondamentales. Il faut donner un contenu à la liberté. Oui. Voilà, qui est donc à la démocratie, et ça donne ces libertés. RCF, l'Europe en 43 minutes. L'Europe en 43 minutes, et nous poursuivons avec Christine Bousquet sur l'importance de fêter l'Europe en ce mois de mai, et surtout qu'est-ce que l'on fête. Donc vous parliez des libertés, il y a aussi une des libertés qui est fondamentale, Christine, c'est la liberté de circulation. Oui. Les personnes, les biens, les services, les marchandises, bien sûr, mais les personnes, ça va pas de soi. Et oui, là, je suis rentrée hier d'Israël, et quand je vois la manière dont les queues qu'on fait pour quitter Israël, j'ai passé au moins 5 contrôles pour pouvoir sortir. Et quand je vois la vitesse à laquelle on passe maintenant toutes nos frontières, alors les esprits chagrins diront qu'il n'y a plus de surveillance et que c'est dramatique. Alors oui, il y a de la surveillance, bien sûr qu'il y a de la surveillance. Il y a une meilleure coopération. Il y a une coopération entre les États européens qui est très importante. Mais quel bonheur de ne pas faire 2 heures de queue. Il a fallu arriver 3 heures avant le vol et nous avons fait 1h30 de queue avant de pouvoir enfin nous poser. Donc c'était quand même impressionnant. C'est des choses dont nous n'avons plus l'habitude. Pour aller aux États-Unis ou au Canada, nous avons besoin d'autorisation qu'il faut renouveler en permanence. Là, demain, je vais en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ma carte d'identité suffit. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même énorme. Moi, je me rappelle, je suis partie d'une génération où, quand on était étudiant, ça prenait du temps d'aller ailleurs, à l'étranger, dans les autres pays, même si la CE existait, bien sûr, mais malgré tout, c'était long. Là, on a une formidable liberté de circulation. Circulation des marchandises, bien sûr. Alors, certains trouvent ça terrible de voir les tomates espagnoles arriver sur les marchés français, mais il ne faut pas oublier non plus que ça permet peut-être aussi à beaucoup de se nourrir. Et les tomates les Espagnols ont, après tout, autant de droits de vivre que les Français ou les Italiens. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. On est très content aussi de trouver des produits espagnols fabriqués en Espagne et propres à l'Espagne. Bien sûr. Des touronnes, des nougats ou des choses qu'on ne trouverait pas en France sinon. Bien sûr, moi, je trouve que c'est une formidable liberté dont on mesure toujours difficilement le bonheur. Mais si le jour où on ne l'aurait plus, le jour où on ne l'a plus, là, ça fera mal, de se dire que tout ça disparaît. Cette liberté-là, elle est quand même... Et puis, cette liberté, on la retrouve aussi dans des domaines aussi importants. On l'a vu au moment du Covid. Alors, liberté qui était aussi une trace de notre puissance économique, commerciale, le succès des vaccins dans la lutte contre le Covid. On a quand même des vaccins qui ont été pour certains, d'origine européenne. On a regretté que ça ne soit pas d'origine française, mais ils sont d'origine européenne. Quand même, l'Europe a commencé à être vraiment touchée en février 2020, et même pas un an après, l'Europe avait des vaccins.
Il y en les avait quasiment États-Unis vaccinés et l'Europe aussi très avait des vite. vaccins, on pouvait être vacciné. C'est quand même un succès absolument colossal quand on voit l'argent qu'il faut mettre dans ce domaine. Alors, l'Europe avait fait des recherches sur l'ARN bien avant le Covid. Hein. Je rappelle que des instituts comme l'Institut Pasteur, par exemple, est un institut qui rayonne en Europe. C'est pas du tout simplement franco-français. D'ailleurs, financièrement, on pourrait pas n'être que d'un pays. Donc, toute ce poids de l'Europe est très important pour favoriser la vie, l'amélioration de la vie de tous. Et d'ailleurs, les recherches sur l'ARN donc, qui ont été menées par l'Institut Pasteur, qui est un institut français, ont permis justement de fabriquer des vaccins très différents et très rapidement. Si on n'avait pas fait ces recherches, on n'aurait pas eu de vaccin aussi vite. Oui, ça c'est certain. Hein, oui. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ce partage aussi de toutes ces connaissances, de finalement toutes ces interactions entre les scientifiques, etc., qui permet d'évoluer et de créer rapidement des solutions aux crises. Oui, et puis il faut se dire que tout ça est à maintenir. Tout ça est à maintenir parce que d'être une puissance, d'avoir des prix Nobel, l'Europe a eu beaucoup de prix Nobel, notamment un prix Nobel très essentiel qui est le prix Nobel de la paix. En 2012. En 2012, hein, c'est oui, ça 2012. Ouais. C'est l'Union européenne qui l'a eu. C'est quand même pas anecdotique. Hein, il faut se rappeler d'où on vient hein, quand même. Je suis historienne, hein, donc j'ai ça en tête. Mais quand même, je pense que se rappeler d'où on vient et le fait d'avoir un prix Nobel de la paix qui soit pas simplement une décoration gentillette, mais qui corresponde à quelque chose de très précis, réconcilier des millions d'Européens pour leur donner un avenir commun, c'était pas du tout évident, et c'est ce que ce prix Nobel a dit. Donc c'est, je crois, fondamental de se rappeler de ça. Nous avons vu un petit peu la démocratie, nous avons vu les libertés, bien sûr. Il y a une valeur fondamentale et que défend un bec et ongle l'Union européenne, vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à la Hongrie et la Pologne, c'est l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente, notamment comme valeur de l'Union européenne ? Et surtout, comment ça se décline un petit peu au niveau Alors, je pense européen. qu'un des éléments les plus importants, parce que pour ne pas vous faire un cours de droit que je serais bien incapable de faire d'ailleurs, l'état de droit, moi, il me semble que c'est d'abord donner aux citoyens leur pleine place dans l'Union européenne. On a souvent tendance à imaginer que ce sont les institutions qui font tout. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Les institutions sont importantes. On ne peut pas vivre sans institutions. Toute société qui se développe a créé des institutions pour s'organiser, pour se protéger, pour avancer. Donc ça, c'est absolument indispensable. Je pense que ces institutions européennes, la Commission européenne, le Parlement, le Conseil des ministres, c'est tout à fait essentiel. Le Conseil européen, j'allais l'oublier, donc le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, c'est fondamental et que chacun ait un rôle précis à jouer. Là aussi, c'est important. L'état de droit, donc ça en fait partie. Hein, mais c'est aussi la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs et que chacun ait des responsabilités et les assume. Hein. Les responsabilités d'un chef d'État ne sont pas les mêmes que celles d'un député et chacun doit assumer vraiment ses responsabilités. Mais il y a aussi une notion qui est la place des citoyens. Dans l'Union européenne, les citoyens ont une place et ont des recours, ont des modes d'action. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être, par exemple, le fait d'avoir un recours à un médiateur. S'il y a une question qui se pose, un problème, eh bien, tous les citoyens européens ont le droit de saisir le médiateur européen si c'est un problème qui se pose dans l'Union européenne. Et ces médiateurs jouent leur rôle, travaillent, demandent des comptes aux institutions si besoin est. Il y a un autre élément, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Si un citoyen est en bisbille avec quelqu'un dans son pays, il a d'abord recours à la justice de son pays, ce qui est normal. La justice européenne ne squeeze pas la justice étatique. Donc, on a le pré-tribunal, la cour d'appel, évidemment la cassation s'il faut. Et puis après, c'est l'Europe. C'est l'Europe, donc c'est un recours supplémentaire
supplémentaires, ce qui montre que nous avons créé dans l'Union européenne une stratification qui s'ajoute à toutes les autres et qui permet à tous les citoyens européens d'être à égalité devant la loi. Et c'est extraordinaire. Un Bulgare, un Allemand, un Espagnol, un Français, un Italien, un Chypriote peuvent tous avoir un jugement de la part de la justice européenne, c'est-à-dire être à égalité. C'est un droit extraordinaire. Et surtout aussi, ils peuvent demander à la Cour de justice de juger leur pays aussi, oui, s'ils ne respectent pas, notamment les traités. Le pays peut être condamné, hein, et c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas se faire dans la justice de son pays de cette manière-là. Tout à fait. La Cour européenne, elle donne un surcroît de puissance aux citoyens, donc ça ne diminue en rien notre puissance, au contraire, ça l'augmente. Parce que du coup, les États sont également obligés de faire attention à ce qu'ils font, d'appliquer notamment le droit européen de façon correcte, parce que sinon, ils savent qu'ils peuvent se faire taper sur les doigts. Oui, tout à fait. Il faut respecter la loi européenne. Et cette loi, je dis souvent, quand on me dit que l'Europe a annihilé la puissance de chaque État et compagnie. Non. Quand vous avez une fête de famille, vous avez des gens très différents, hein. Les oncles et tantes ne vivent pas de la même manière, les grands-parents non plus, les arrière-grands-parents, s'il y en a encore, non plus. Et pourtant, on est bien une famille. Mais chaque famille nucléaire, chaque noyau est indépendant, vit de manière différente, a des coutumes, des rites sans doute un peu indépendants, mais il y a quand même quelque chose qui unit tous ces gens-là. L'Europe, c'est un peu comme ça fonctionne un peu comme ça. Et donc, vouloir se priver de ce qui nous réunit, je pense que c'est une décision stupide. Je le dis clairement, je pense que tous ceux qui politiquement sont contre l'Europe, finalement, ont oublié d'où on vient, ont oublié que nous vivons de décisions qui nous ont précédés et que nous sommes là pour construire un avenir. Vivre un présent, bien sûr, nous devons le vivre et le vivre le mieux possible, mais construire un avenir qui nous engage. Hein. Moi, je me souviens... Quand tout à l'heure j'ai parlé du film Shoah, mais il y avait aussi le feuilleton Holocauste, hein, en 1978. Et ça, je m'en souviens très bien. En 1978, les jeunes Allemands ont découvert avec horreur ce qui s'était passé en Allemagne, parce qu'on s'était bien gardé de leur apprendre la réalité des faits. Et ils se sont retournés en bloc contre les générations précédentes en disant « Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez participé ? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Eh bien, je pense qu'il faut toujours avoir cette idée-là en tête. Qu'est-ce que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants diront en nous regardant ? Est-ce qu'ils nous diront « Qu'est-ce que vous avez fait ?» ou ils nous diront « Ah, vous avez fait !» Moi, je préfère la seconde solution. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous continuons sur l'importance de fêter l'Europe. Et justement, vous, Christine, vous avez parlé de l'avenir. Ce mois de mai, et d'ailleurs tout au long de l'année, mais ce mois de mai, c'est aussi le moment de réfléchir à ce que l'on veut faire de cette Union européenne, de cette Europe. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne ? Notamment sur les questions d'élargissement, quels sont les défis, en fait, un petit peu... Alors, des défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, il était certain que la puissance militaire européenne est tout à fait insuffisante. Nous avons abandonné ça dans le cadre de l'OTAN et on se rend compte que les États-Unis ne pourront pas être partout et qu'il va falloir véritablement créer une défense européenne. On le voit d'ailleurs déjà à l'œuvre dans la mesure où les Européens viennent aider les Ukrainiens un peu en ordre dispersé en fonction de leur puissance à chacun. Mais l'Union européenne est quand même derrière et essaye d'aider au maximum l'Ukraine. Donc il faut sûrement, je pense que la puissance européenne manque
d'une de ses jambes, c'est la puissance militaire, la puissance de défense. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, ou à peu près, en est convaincu dans l'Union européenne. Le deuxième élément, c'est évidemment le problème de l'élargissement. On a souvent dit qu'on s'était élargi trop vite, avec des pays avec des niveaux de vie extrêmement différents. Je pense à la Bulgarie, à la Roumanie notamment, lorsqu'elles sont arrivées dans l'Union européenne. La Pologne aussi. Mais la Pologne, moi, je me souviens, la Pologne, c'était des charrettes. Quand on roule en Pologne aujourd'hui, les charrettes, on les cherche. Ce sont des voitures, c'est des autoroutes, ce sont des voitures. Donc ça veut dire que la Pologne s'est extraordinairement développée du point de vue économique. Le niveau de vie général est monté et nous avons besoin d'avoir des partenaires qui ont un niveau de vie semblable au nôtre. Il faut les aider à monter parce que nous avons besoin de vendre, nous avons besoin de partenaires solides. Alors cela dit, sur le plan politique, c'est plus compliqué. Alors il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte de l'Union européenne, ce qui veut dire que cette union, malgré les critiques que l'on peut entendre à l'intérieur, elle fait quand même rêver beaucoup de gens. Beaucoup de pays ont envie, d'abord l'Ukraine, l'Ukraine, bien entendu, et puis tout ce qui se passe, les Balkans. Les Balkans, vous savez, ça fait 2000 ans que les Balkans sont problématiques pour l'Europe. Beaucoup de guerres commencent dans les Balkans, où ont les Balkans pour point focal. Donc les Balkans, c'est compliqué. Mais les Balkans, on peut quand même se rappeler de la réconciliation qu'il a fallu pour que les Croates, les Slovènes rentrent dans l'Europe, acceptent de céder des terrains, de refaire des frontières un peu différentes en Istrie. C'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi. On le voit dans l'actualité aujourd'hui, bien entendu. On le voit un peu partout. Ce sont des sujets difficiles. Et certains États de la péninsule balkanique nous ont montré que c'était possible. De l'élargissement, donc, c'est un premier problème. Où s'arrête l'Europe ? Quand on voit la Géorgie dans le Caucase, est-ce que vraiment la Géorgie est un domaine européen ? Je pense qu'il faudrait définir mieux l'Europe. Quelles sont ses limites ? Quels sont les points fondamentaux d'union en Europe pour qu'on puisse avancer ? Des questions que, éventuellement, dont nous pourrions débattre dimanche 14 mai. Nous invitons les citoyens, donc demain, nous invitons les citoyens à la fête de l'Europe qui se déroulera au Jardin des Prébendes à Tours. Oui, c'est une fête que nous fêtons chaque année. En plus, la météo a l'air d'être avec nous. Il ne devrait pas pleuvoir, donc on vous attend très nombreux. Pour des tas d'activités, des jeux, bien sûr, pour les plus jeunes, mais aussi des réflexions, des débats mouvants, pour essayer d'avancer et rappeler que la voix des citoyens, elle compte en Europe. Et puisque nous sommes la Maison de l'Europe, cette Maison de l'Europe est donc au cœur de cette fête de l'Europe. Et la Maison de l'Europe, c'est la courroie de transmission, non seulement de ce que nous fait la Commission et le Parlement, mais aussi de ce que veulent les citoyens. Nous remontons, en étant Europe Direct, nous remontons la voix des citoyens. Donc, nous donnons rendez-vous aux citoyens européens, quels qu'ils soient, à Tours et dans la proche région tourangelle, pour venir nous retrouver et faire vivre cette Union européenne. Et si on a envie de parler un peu plus commerce, il y a le mardi 16 mai, un café européen. Donc à la faculté de droit de Tours, donc qui sera sur l'accord commercial, l'accord UE-Mercosur. Donc le Mercosur, c'est ensemble. C'est l'Amérique latine, Brésil, l'Argentine notamment. Voilà. Donc enjeux sociaux et environnementaux, avec notamment le député européen, Monsieur Claude Gruffat, qui est spécialisé un peu qui travaille en tout cas sur ce sujet-là spécifiquement au Parlement. Oui, ce sera intéressant parce que c'est un accord qui n'a pas été encore ratifié, donc qui est en devenir, qui est en train d'être créé, donc d'avoir quelqu'un qui en est un peu la cheville ouvrière, qui fait partie des chevilles ouvrières. Je pense que c'est un élément important de voir comment c'est construit, quels sont les enjeux. Alors des enjeux bien sûr sociétaux. Quand on parle du Brésil, de l'Argentine, ce sont des pays
là aussi où les écarts de sociaux sont énormes, et puis des enjeux environnementaux. On a tous dans la tête l'Amazonie, bien entendu, mais il n'y a pas que l'Amazonie. Et comment on fait pour bâtir un accord qui soit respectueux des droits des sociétés, de l'environnement, de l'avenir que nous allons laisser aux générations suivantes. Et surtout, qui soit favorable à la fois aux Européens, mais aussi aux populations bien sûr. Des pays. Oui, bien sûr. Il faut toujours penser qu'un accord, il doit être valable pour les deux parties. On ne peut pas, sinon ça s'appelle un ordre. C'est pas quelque chose qu'on impose. Mais là, nous sommes tous majeurs et vaccinés. Comment pouvons-nous ensemble tirer notre monde vers le haut ? Donc ce seront des questions dont on pourra débattre soit à la Fête de l'Europe le 14 mai, donc demain, au Jardin des Prébendes, de 11h30 à 18h, ou bien encore sur l'accord UE-Mercosur, mardi 16 à 17h30, à la faculté de droit, au de Lyon, de Tours. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Donc, c'était l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, Centre Europe Direct. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RCF Touraine et sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre site internet. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.